Est-ce qu'il est vraiment possible de reprogrammer son cerveau? Vous savez, changer ses habitudes que l'on a toujours eues et comme on le dit souvent, chasser le naturel, il revient au galop. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il est possible de changer nos mauvaises habitudes, nos réactions automatiques, celles qui nous déplaisent, d'être trop gentil, d'être trop jaloux, d'être trop excessif? Est-ce qu'on peut vraiment faire changer tout ça? Aujourd'hui les amis, je vous emmène dans l'univers de Paul Pironet. C'est l'expert en France de la PNL, programmation neurolinguistique. Et il a eu la chance de former, d'accompagner des dizaines de milliers d'étudiants à cette discipline. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment reprogrammer son cerveau, est-ce que c'est possible, comment faire, et il va nous expliquer comment tout ça fonctionne. On va faire des exercices pratiques ensemble pour voir comment est-ce que vous allez pouvoir le faire depuis chez vous. Si cette vidéo les amis vous plaît, ce concept vous plaît, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un énorme like en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez plus de contenu inspirant et des plans d'action pour transformer votre vie et réaliser vos rêves de gosse. Je vous laisse avec mon entretien avec Paul Pironet, une interview incroyable les amis. C'est parti pour reprogrammer notre cerveau en 30 jours grâce à la PNL. Aujourd'hui les amis, nous avons la chance d'accueillir le grand, le magnifique Paul Pironet. Salut à toi Polo. Eh bien, salut à toi Enzo, et puis bonjour à tous ceux qui nous suivent ou qui te suivent. C'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. Certainement un des plus grands maîtres dans la PNL en France, en francophonie. Et donc du coup, quand j'ai commencé à écrire ce sujet, je me suis dit, c'est avec Polo que j'ai envie de traiter ça. Donc merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. L'idée du coup, Polo, que je me pose, que certainement plein de gens se posent, c'est est-ce que l'on peut reprogrammer son cerveau et notamment en utilisant la PNL? Parce que c'est vrai que dans ma vie, il y a plein de trucs des fois que je fais un peu de façon automatique, des réactions, des comportements. Parfois, je suis trop gentil avec les gens, parfois, je pardonne trop facilement, parfois, je m'énerve trop facilement ou trop vite. Et je me dis, merde, j'ai l'impression que c'est une programmation, que je suis né comme ça et que je suis destiné à mourir comme ça. Il y a plein de gens dans mon entourage qui sont dans ce cas de figure. Et moi, je me dis, tiens, est-ce qu'on peut changer ça? Et notamment grâce aux outils magnifiques qu'est la PNL. Et donc, bah, aujourd'hui, j'arrive vers toi et je dis, Polo, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Exactement. Eh bien, en fait, je pense que pour répondre à ta question, Enzo, il faut d'abord clarifier ce que c'est que de la programmation. Exactement. En fait, de quoi on parle? La programmation, ce n'est rien d'autre que des habitudes qu'on a créées. Donc, notre cerveau, tu sais, il est fait d'une partie consciente, ce sur quoi nous centrons notre attention consciemment. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ce que je capte comme ça consciemment, c'est entre 5, plus ou moins 3, 4 informations simultanément. Après, on a tous nos automatismes. Et dans tous les automatismes, c'est quoi? C'est le cumul de tous les apprentissages qu'on a fait. Donc là-dedans, il y a des choses qui sont superbes, qu'on a automatisées, qu'on utilise tous les jours. Par exemple, toi, aujourd'hui, tu n'es pas obligé de réapprendre la manière dont tu utilises ton logiciel pour travailler. Tu as développé des habitudes. Tu n'es pas obligé de réapprendre la manière dont tu conduis ta voiture chaque matin pour venir bosser. Enfin, quoi qu'en ce moment, tu bosses peut-être de chez toi. Mais, de la maison. Voilà, etc. Et donc, justement, face à ces environnements qui changent, eh bien, nos habitudes aussi changent, tu vois. Donc, la programmation, ce n'est rien d'autre qu'une habitude. Okay. Et puis après, alors qu'est-ce qu'on met dans le préconscient? En fait, on a le conscient, le préconscient et l'inconscient. Le préconscient, si je te dis par exemple, combien font 3 x 8? Tu vas me dire 24. 3 x 8, 24. Bon, ok. Pourquoi? Parce que voilà. Parce que tu l'as appris en fait. Tu n'es pas obligé de recompter pour ça. Donc, c'est un automatisme, tu vois. Si je te demande qu'est-ce que tu as mangé hier matin, avant que je te pose des questions, tu ne l'avais pas en tête. Donc, dans ce préconscient, on y met tout ce qu'on pourrait avoir dans notre cloud d'informations et qui découle évidemment de notre expérience, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a vécu, etc., etc. Donc, on a plein de références qui sont là en arrière-plan, qu'on a appris et qu'on est capable d'aller chercher simplement parce qu'on se pose des questions, tu vois. Et heureusement qu'on a tout ça. C'est un peu comme des fichiers qui sont là en arrière-plan et qu'on sollicite quand on a besoin. Et puis après, il y a ce qui est inconscient ou qui est même dans le subconscient. Là, c'est plus profond, c'est de l'ancienneté, c'est des choses qui sont plus
plus en arrière-plan. Par exemple, ton cœur bat, ton système digestif fonctionne, respiratoire. Et tout ça, heureusement que c'est géré par cette partie qui est là en arrière-plan. Parce que imagine que tu devrais être connecté à toutes ces informations en même temps, tu serais noyé dans une masse d'informations considérable. Alors, quand on parle de programmation ou d'apprentissage, on parle des habitudes qui parfois nous servent et qui sont superbes. Il faut savoir les reconnaître. Et puis, il y a des habitudes qui nous desservent. Par exemple, manger trop vite, c'est une habitude qui nous dessert. Par exemple, s'énerver ou réagir de manière un peu vive dans certaines situations. À la fois, ça peut être un plus dans certains contextes. Par exemple, si jamais il y a une urgence, par exemple, il y a une alarme qui sonne et qu'heureusement que tu as le palpitant qui va sauter, qui va monter pour aller trouver l'énergie pour agir, tu vois. La peur, elle est à la fois bénéfique et parfois, elle te limite, en fait, tu vois. Bien sûr. Comme la colère, hein, tu parlais de la colère, je m'énerve pour une chose, eh bien, si le type au feu n'avance pas, ben, j'ai envie de m'énerver parce qu'il n'avance pas, en fait, parce qu'il produit quelque chose dans mon environnement qui n'est pas en phase avec ce que moi j'aimerais. Du coup, comme il y a un décalage, eh bien, ma première tendance, c'est de monter dans une énergie intérieure, qu'on va appeler de la colère, de l'agacement, ce que tu veux. Et parfois, cette énergie, elle va se transformer par une attitude qui, elle, est discutable. Parce que l'émotion n'est pas discutable. Elle fait partie de toi. Par contre, ce que tu fais de l'émotion, que ce soit de la peur, de la colère ou de la tristesse même parfois, ce que tu vas faire de l'émotion, ça, c'est l'action que tu vas engendrer. Et cette action, elle va engendrer un feedback, un retour. Il est clair que si à chaque fois tu t'énerves parce que le type avant n'avance pas, ben toi, tu te mets en stress à chaque fois. Tu crées un système automatique qui fait que ça devient normal de klaxonner. Et c'est pour ça que dans certains pays, d'ailleurs, si tu vas au Maroc, tout le monde klaxonne au Maroc. Le mec n'a pas démarré, le feu vient juste de passer au vert, il est déjà en train de klaxonner pour avancer, tu vois. Parce que c'est tellement devenu une habitude que dans ce contexte-là, eh bien, on klaxonne, on crie, on hurle. En fait, tu vois. C'est devenu la nouvelle normalité, quoi. Si tu vas en Suisse, par exemple, ben, c'est clair que si tu commences à klaxonner alors que le feu vient tout juste de passer au vert, on va te dire non mais calme-toi, quoi, en gros, tu vois. Ouais. Donc, on va voir que dans toutes nos habitudes, ce qui est intéressant, c'est de repérer ce qui peut être changé. Et c'est ça, la reprogrammation. Et j'aime bien ton titre qui est de se dire, tiens, comment se reprogrammer sur 30 jours? Moi, j'aime bien dire que, si tu veux, quand on veut évoluer, parce qu'on aspire tous à évoluer, il y a deux types de changements. Il y a ce qu'on appelle des gros changements. Par exemple, j'ai jamais fait de sport, je voudrais me mettre au sport. Ça, c'est super, c'est un changement important. Je voudrais arrêter de manger de la viande, par exemple. Je voudrais changer de partenaire de vie, je voudrais déménager, je voudrais changer de travail. Ça, c'est ce qu'on appelle un gros changement. Pourquoi? Parce que j'ai une activité différente, dans un contexte différent, avec des gens différents, etc. D'accord? C'est nouveau. Je me mets, par exemple, je décide de passer mon brevet de pilote. Eh ben, c'est un changement dans ma vie parce que je m'organise autrement, je vais faire d'autres choses, je vais me confronter à des choses nouvelles et je vais du coup mettre de l'attention, de l'énergie, parfois de l'argent, pour aller intégrer de nouveaux apprentissages, pour développer des nouvelles compétences dans un domaine, dans un autre. Ça, c'est ce qu'on appelle un gros changement. Et puis, il y a ce qu'on appelle les micro-changements. Les micro-changements, c'est le fait que, par exemple, alors que je fais une interview avec toi, ça, j'en fais régulièrement, des interviews, eh bien, tu vas me donner un feedback, tu vas me dire, tu sais, Paul, si tu t'y prends de telle ou telle manière quand tu fais telle chose, ce serait mieux. Par exemple, que tu ralentisses ta voix de temps en temps. C'est-à-dire que tu fais la même activité que tu fais d'habitude, mais tu vas y apporter une modification dans comment est-ce que tu fais la chose. Voilà. Et là, tu vas m'inviter à sortir de mes automatismes pour améliorer mon processus de fonctionnement, que ce soit dans mes relations, dans ma manière de gérer mon mental, dans mes réactions émotionnelles, enfin mes réactions comportementales suite à mes réactions émotionnelles, que ce soit dans n'importe quoi, enfin, ma manière de manger, ma manière de m'habiller, ma manière de fonctionner, etc. Et c'est là que moi je crois beaucoup plus aux micro-changements, parce que les micro-changements, c'est ceux qui vont, par voie de conséquence, m'amener dans les plus grands changements. Et c'est là que la programmation, quand on parle de se reprogrammer sur 30 jours, l'idée, ce n'est pas de changer de vie sur 30 jours, mais c'est de se dire, tiens, dans quel domaine je pourrais gagner en qualité de vie, de fonctionnement, d'écoute, de considération, etc. Par exemple, je pourrais me dire, bah, tiens, dans le domaine de l'alimentaire,
Moi, j'ai une chose auquel j'essaie de m'attacher, par exemple, depuis un peu de temps, c'est ce nouveau réflexe C'est le de poser chocolat. mes couverts. Alors, on parlera du chocolat d'ailleurs, si tu veux, parce que moi j'adore le chocolat, hein, c'est un de mes trucs, chocolat noir, fondant, enfin, ça, j'adore. Et par exemple, j'avais une habitude, quand j'allais dans les restaurants, dès qu'il y avait de la mousse au chocolat, parce que j'adore la mousse au chocolat, eh bien, j'étais un peu tu sais, un peu en avidité. Je me jetais sur la mousse au chocolat et j'en prenais toujours un peu plus que. J'avais les yeux plus gros que le ventre, quoi, en gros. Mhm. Comme évidemment, on te sert les desserts, tu sais, avant que tu aies pris les autres plats, comme ça, évidemment, tu as un réflexe de consommation qui est plus fort. Ouais. Et donc voilà. Et en fait, ce que j'ai dû changer dans mon rapport, et ça a été une programmation qui au début était consciente, c'est d'être attentif à ce qui se produisait en moi quand je voyais la mousse au chocolat. Et je l'ai fait pour le pain, je l'ai fait pour les frites, hein, puisqu'on reste là pour l'instant dans le cadre de la nourriture, où je me rendais compte que j'étais capable de reprendre parfois des frites, alors je n'ai pas forcément faim, mais parce que j'aime ça, que je prenais du pain assez souvent et parfois plus qu'il n'en fallait, parce que surtout quand il était, pas le pain blanc, mais quand il était un peu arrangé, etc. Or, le pain n'est pas forcément la meilleure chose qui soit pour mon corps, donc voilà, j'ai appris à modifier ça. Mais comme j'étais dans une impulsion intérieure quand je voyais ça, parce que j'avais vraiment envie, que ce soit la mousse au chocolat, le pain, les frites, eh bien, ce que j'ai pu reprogrammer tout doucement, c'est la manière dont j'allais réagir au moment où je voyais cette mousse au chocolat. Et là, je pourrais te donner un truc très simple, si tu veux, pour changer ce rapport quand on est un peu sous l'impulsion, qu'on n'arrive pas à résister, Bon, que ce soit au chocolat. on est énormément comme ça, de toute façon. J'imagine que tu dois en voir beaucoup des gens. Moi, avec ma femme, on appelle ça, elle est hispanophone, donc on appelle ça la comida émotionnelle. En gros, c'est la Oui, nourriture émotionnelle, c'est-à-dire que, je sais pas, tu as un vraiment. pic de stress, tu as un truc, et tu vois ton plat préféré sur le menu, tu vas en prendre avec du dessert en plus, ou tu vas manger vite, ou tu Exactement. vois. Ouais. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que, et tu l'as très bien nommé, c'est surtout quand tu es dans des états de stress Hmm. que ça fonctionne le mieux, ce réflexe. Pourquoi? Parce que ton préconscient, qui est magnifiquement intelligent, mais en même temps bête comme un âne. Ok. Et pourquoi l'est-il? Parce que il fonctionne comme un bébé. C'est-à-dire, il fonctionne dans ici et maintenant. C'est-à-dire que si tu es en état de stress et qu'au fond, tu n'es pas bien intérieurement, Hmm. lui, il sait comment te faire du bien immédiatement. Hmm. Après, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de se laisser aller à manger du chocolat, notamment quand tu vas pas bien, parce que ton inconscient, comme il aspire à ce qu'il se sente bien, quand toi, t'es pas bien, eh ben comme lui, il a une source de stimulation qui sait lui faire du bien, eh ben, il va le faire. C'est pour ça que quelqu'un qui fume, par exemple, s'il est Hmm. en état de stress, il va se mettre à fumer plus. Il va se mettre à manger plus. Voilà. C'est-à-dire que les Ouais, en fait, dérèglements. on a une programmation à l'intérieur qui dit, OK, si tu es stressé, pour tous les informaticiens, si stressé, chocolat, boum, Égal. égale pic de plaisir, moins stressé, quoi. C'est ça. Absolument. Et tu peux faire ça avec l'alcool, la nourriture, le machin, etc. Et ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un comportement immédiat qui va satisfaire un besoin immédiat. Et qui, comme par hasard d'ailleurs, va entraîner des comportements qui, à moyen terme et long terme, vont te desservir. Après, tu as le contraire qu'on met dans la discipline. La discipline, c'est donc du coup d'avoir un comportement qui, sur le coup, n'est pas confortable, mais qui, lui, va te développer du confort. Par exemple, au lieu de me jeter sur le chocolat, je vais apprendre à transformer ma relation au chocolat pour être beaucoup plus dans ce que je vais appeler du raffinement. C'est-à-dire la capacité à goûter et à me faire réellement plaisir plutôt que m'engouffrer, tu vois, plus qu'il n'en faut. Donc passer de la gloutonnerie, si tu veux, un peu au raffinement du chocolat, comme je mangerais un très bon chocolat ou un très bon vin ou quoi que ce soit, tu Hmm. vois. Et là, ce qui est intéressant, c'est de repérer que si on comprend mieux comment le cerveau fonctionne, ben, il y a des clés assez simples pour transformer ce rapport qui est en fait un arc réflexe entre une situation que je vois ou que j'entends, une réaction interne, désir de chocolat, Et qui une plus est si je action. suis à un moment stressé, et un comportement qui en découle pour nourrir immédiatement cette source de plaisir, tu vois? Alors du coup, si je recap un petit peu, ce qu'on vient de comprendre, c'est que oui, il est possible du coup de
reprogrammer son cerveau, parce que qu'est-ce que la programmation? C'est une suite d'habitudes finalement qu'on a installées finalement au fur et à mesure, suite à nos envies, nos émotions, notre environnement, etc. Un fumeur ne devient pas fumeur du jour au lendemain. Tu me suis? Quelqu'un qui fait du sport, même à outrance, il ne fait pas du sport à outrance du jour au lendemain. Quelqu'un qui est addict au chocolat, il n'est pas addict du jour au lendemain. Ça se met en place. Il le devient. Il le devient et il se programme parce que très souvent, cette addiction, elle va naître d'un vide intérieur. Et c'est pour ça que quand quelqu'un n'est pas bien dans sa vie, il a beaucoup plus de chances, s'il se laisse aller, que son inconscient, pour l'aider à aller mieux, parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il va aller mieux, eh bien, va l'entraîner dans des comportements addictifs. C'est comme ça que l'addiction vient d'ailleurs. Et on voit que c'est comme ça qu'on est dépendant de produits de plus en plus forts sur un plan en termes de stimulation. Mais qu'on va en plus, non seulement on va atténuer la réaction du stimuli, tu vois, et il nous faudra de plus en plus de ce produit ou de cette situation ou de cette personne pour finalement se sentir bien, tu vois. Ça, c'est le comportement addictif. C'est-à-dire qu'au début, tu manges un petit morceau de chocolat, tu kiffes, et au fur et à mesure que tu en manges, il te faut en manger de plus en plus pour te sentir aussi bien, c'est ça? Voilà, mais ça découle d'un manque. Si maintenant on part dans l'autre version, et là c'est de fait beaucoup plus positif, c'est que je vais dire, par exemple, au lieu de me dire je manque de chocolat, je vais me dire waouh, je suis connecté de désir en fait. Je dis j'aime le chocolat et j'aime le chocolat raffiné. Auquel cas, quand je vois du chocolat, même si je suis dans un grand magasin qui a plein de plaques de chocolat, mon comportement, c'est pas de me jeter sur toutes les plaques de chocolat, c'est d'aller choisir celui qui me plaît le plus en fait, tu vois. Et c'est un peu comme quand tu décris un bon chocolat, parce que tu le connais, plus tu vas aller dans le raffinement des détails, plus ton pic de bien-être va monter. Il va monter. Alors la deuxième... Il faut avoir compris le processus, si tu veux, pour l'intégrer. Il faut comprendre le fonctionnement, du coup, pour pouvoir en arriver là. Ça me fait écho à beaucoup de choses et plein d'anecdotes d'ailleurs aussi, mais du coup, il y a un truc qui est fondamental, j'ai l'impression, dans ce que tu partages, c'est cette idée de, peu importe la programmation que l'on a, donc l'habitude que l'on a, tu la distingues en deux choses. La première des choses, c'est l'émotion qui monte en nous, qui nous donne envie de faire quelque chose, et ensuite l'action. Et donc, tu commences tout de suite à séparer les deux. Donc, par exemple, si je m'énerve systématiquement, j'en sais rien moi, quand ma femme dit quelque chose ou quand mon mari me dit quelque chose à la maison, tu vas distinguer cette réaction en deux parties. La première partie, c'est l'émotion qui me donne envie de faire quelque chose, et la deuxième partie, c'est l'action. Et tu dis qu'il faut qu'on accepte finalement la première partie qui fait partie de nous et l'humain. Il ne faut pas essayer de lutter contre l'émotion, mais plutôt de lutter contre notre réaction. C'est bien ça? Oui. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais tu as bien fait de le souligner parce que c'est exactement ça. Ok. C'est-à-dire que si, par exemple, à chaque fois que ma fille ou mon conjoint dit un truc particulier et que ça a tendance à m'énerver, le fait d'accueillir le sentiment que tiens, ça m'énerve, et là, presque de me rendre compte qu'il y a un stimuli externe qui déclenche une réaction interne. Et en fait, ce qui va nous libérer, le plus souvent, c'est le distinguo entre ce qu'on appelle la stimulation externe, qui peut être chose que je vois, que j'entends, que je touche, que je sens ou que je goûte dans mon système nerveux. Il y a un X, Y, il y a un X extérieur qui va enclencher un Y intérieur. Et comme il y a un arc réflexe, si tu veux, eh ben, je m'emporte après sur un comportement. Donc, j'ai une réaction émotionnelle d'abord, et ensuite, j'ai un comportement. Alors, en PNL, on peut travailler évidemment sur les deux. On peut travailler sur la réaction émotionnelle et la transformer. Ça s'appelle un ancrage. X va plus déclencher un Y. On pourra se faire un petit exercice ensemble, si tu veux, pour montrer comment ça marche. Et puis, après, je peux me rééduquer sur la conscience du comportement que je veux être en face. C'est-à-dire que, bien sûr, je peux crier sur mon conjoint ou ma conjointe quand elle dit quelque chose qui ne me plaît pas, mais je peux prendre conscience de ce que je vis et à partir de là, faire le choix d'avoir un comportement qui soit plus adéquat. Eh bien, j'espère que c'est une découverte pour vous si vous ne le saviez pas, et j'espère que c'est un rappel pour ceux qui ont déjà commencé à étudier tout ça. Moi, littéralement, ça m'a
Incroyable, cette idée de pouvoir eh bien, reprogrammer notre cerveau alors que moi j'ai toujours cru qu'on n'avait aucun contrôle sur tout ça et qu'on était... C'est un peu comme une destinée quoi finalement, je serai comme ça et je vais rester comme ça toute ma vie. Est-ce qu'il y a un truc, Enzo? Ouais. Est-ce que tu veux un exercice pratique? Tout de Je vais te suite. montrer comment, en quelques secondes, je te reprogramme un truc, si tu veux. Alors, avant. Et- Ah bah, on peut faire alors, ensemble. faisons cet exercice. Faisons un exercice. Et après, justement, tu nous expliques d'où vient cet exercice. Tu nous expliques d'où vient ta boîte à outils. Tu as parlé un petit peu de PNL. J'aimerais que tout le monde comprenne un peu, on rappelle un peu les bases de la chose et de cet outil qui nous permet justement de faire plein de choses. Alors, ce qu'on va faire, c'est, si t'es OK, et ça va être intéressant pour ceux qui nous écoutent, parce qu'ils peuvent le faire avec nous. Je vais te montrer comment un truc qui a l'habitude de te mettre dans un état interne un peu négatif, on va faire des choses légères, hein, parce que c'est des petites choses, mais c'est pour te montrer à quel point le cerveau est puissant. Mhm. Tu es OK? Est-ce que tu as Super en OK. tête, est-ce que tu as en tête, et on va aller chercher un truc auditif, d'accord? OK. Comme en plus beaucoup de gens nous écoutent, c'est pas mal. Là, autour de nous, il y a plein de choses qui m'énervent. Il y a les voisins qui font de la perceuse. Il y a. Alors, moi, ce que je vais te proposer de choisir, c'est un propos que tu as entendu, qu'on t'a Ok. donc envoyé, un propos, un truc qu'on t'a dit, et quand tu y repenses, ça t'a un peu blessé, ça t'a un petit peu agacé, blessé. Et ça peut être un proche, ça peut être un truc qu'on t'a dit au téléphone, mais un truc dont, quand tu le réentends, quand tu y repenses, ça vient te chercher un petit peu. Un souvenir Ah d'un truc oui, qu'on t'a oui, dit, oui. qui t'a un peu blessé. Tu l'as en tête? T'es pas obligé de me dire quoi, hein? C'est vieux. Et je vais le partager après, avec plaisir. Bah, très bien. Alors, voilà ce que vous allez faire. Alors, ceux qui nous écoutent, vous faire la même chose. Et pour ça, je vais t'inviter à te redresser, d'accord? À fermer les yeux, d'accord? À inspirer. Je fais ça parce que ça va te mettre dans les meilleures dispositions pour aller chercher le potentiel de ton mental. Tu peux travailler avec. Et tu vas réécouter ce qu'on t'a dit. Et tu vas juste me dire, pas le contenu, mais tu vas me dire, est-ce que tu l'entends plus à droite, à gauche, devant toi ou derrière toi? Et tous ceux qui nous écoutent pourraient faire exactement la même chose. Fermer les yeux et demander, quand je réentends ça, est-ce que je l'entends comme ça, intuitivement, plutôt à droite, à gauche, devant, derrière? Plutôt devant et plutôt à droite. Plutôt devant et à droite. OK. Maintenant, ce que tu entends, le propos qu'on t'a tenu, est-ce que c'est quelqu'un qui parle plutôt vite ou plutôt lentement? Et ceux qui nous écoutent pourraient répondre à la même question. C'est quelqu'un qui parle avec un ton sec, très distinctif pour bien se faire comprendre, Voilà, un peu ton sec fort, et distant. mais Voilà, sans tu crier. l'entends? OK. Reste bien en contact avec ça. Et enfin, dernière question. Est-ce que la personne, quand elle parle, elle est plutôt dans les graves ou plutôt dans les aigus? Dans les graves. Quand tu entends, elle est dans les graves. OK. Maintenant, tu vas réentendre exact. Alors maintenant, tu vas me dire, sur une échelle de 0 à 10, à combien tu ressens encore aujourd'hui le sentiment d'inconfort? Si 10 était le maximum, et les autres, je vous invite à répondre exactement à cette question. Est-ce que tu es à 5, 7, 8? Ouais, je dirais un 4 sur 10 parce que des dizaines, ouais, pratiquement plusieurs dizaines d'années plus tard, j'ai toujours quelque chose, donc je dirais 4. Tu as toujours quelque chose. Ouais. Mais c'est là, c'est à 4. 4 sur Mm. 10. OK. C'est toujours Alors bon. réécoute exactement, maintenant tu vas réécouter exactement, et tous ceux qui nous écoutent, c'est important que vous puissiez faire une évaluation. Voilà, vous êtes à 4, à 5, à 6, à 7 parfois. Voilà. Alors attention, tu vas réécouter exactement ce qu'on t'a dit, d'accord? Même ton, même voix, même environnement, OK? Tu l'as en tête? Et Mhm. maintenant, tu vas imaginer que la personne te dise exactement la même chose, même ton, même voix, mais avec la bouche pleine de pop-corn. Réécoute, avec la bouche pleine de pop-corn. Voilà. Alors, n'écoute pas les pop-corn, mais écoute, là, voilà, ressens ça, et tu sens la différence, ça que ça fait. OK, ouvre les yeux, Complètement. ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux, reviens ici, bouge un peu ta tête. Et maintenant, quand tu repenses à ce souvenir, Ben, c'est comme si tu avais modifié mon image mentale, quoi. oui, mais est-ce que sur une échelle de 0 à 4, tu étais à 4, Bah, du coup, là, j'ai envie de rire, plus qu'autre chose. Ouais. Donc tu es passé à combien? Ah bah,
Là, ça me met pas dans l'inconfort, ça me fait marrer, quoi. Si je pense à cette image, à cette personne. Donc, pour qu'on ait tout le contexte, c'est une prof qui me disait du coup. Alors, j'ai pas besoin du contexte. D'accord. Attends, on va revenir avec Sam. C'est juste pour te dire que pour l'instant, je n'ai pas besoin du contexte. Mais après, on pourrait y revenir après sur le contexte. C'est juste valider si tu es passé à 4, à 3, à 2 ou à 0. Ben là, tout de suite, en termes d'impact négatif, c'est 0, c'est insignifiant parce que ça me fait rire. Parce que du coup, quand je repense à cette scène, ça me fait rire. Ok, maintenant, Enzo, il y a combien de temps, depuis combien de temps, ce propos, quand tu y repensais, t'as affecté? C'est passé il y a combien de temps? Un an, 2 ans, 3 ans? Ah oui, non, j'avais entre 14 et 16 ans, donc il y a 15 ans. Il y a 15 ans, voilà. Donc depuis 15 ans, ce fichier fonctionne de la même façon. Et là, en quelques minutes, maintenant, je vais te demander de réécouter ce qu'elle t'a dit et tu vas essayer de retrouver un sentiment négatif. Et tu me dis si ça marche. Essaye. Est-ce que ça marche? Bah, je vois que des pop-corn en fait. Je vois sa bouche comme ça. Oh Voilà. Mais tu sens que ton cerveau, il a connecté en fait, ça à une autre émotion, ouais. il a connecté ça à une autre émotion. C'est-à-dire que ce qu'on vient de faire, c'est une mini-reprogrammation. Et sur quoi on a joué? On n'a pas joué sur le pourquoi elle t'a dit ça, le comment elle t'a dit. Enfin, on était dans le comment. C'est-à-dire que moi, sur un plan neurophysiologique, sur quoi j'ai joué? Sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des submodalités, c'est-à-dire sur la structure de l'expérience. J'ai modifié, non pas ce qu'elle t'a dit, mais la manière. Et ça a enclenché quelque chose qui, en une seconde, t'a fait rire. Et ce qui se passe dans ton système nerveux, c'est que quand tu as un X externe, en l'occurrence un souvenir de ce qu'on t'a dit, ça a déclenché une réaction Y interne, d'accord? Et qui a toujours été la même. Et si on n'avait rien fait, je t'aurais pris dans 10 ans, elle était toujours là. Complètement. Pourquoi? Parce que ton inconscient, il a fait cette association-là. Maintenant, eh bien, je te propose de repenser à ce souvenir et automatiquement, tu vois, sur ton visage, ça se voit, ta réaction, elle est différente. Pourquoi? Parce que ton inconscient, il a un autre choix entre le X, il n'avait plus le Y négatif, il a eu, on pourrait dire, un Z positif. Et là, il y a une chose qui est très intéressante à comprendre, c'est que ton inconscient, il prend toujours la réaction qui est la plus confortable parmi ce qu'il a appris. Ce qui veut dire que c'est un peu comme, tu sais, le système nerveux dans le cerveau, c'est des circuits. Et c'est un peu comme si tu avais dévié une rivière qui descend de la montagne, au lieu qu'elle descende tout droit, tu l'as fait passer sur le côté. Et comme la rivière trouve que c'est plus confortable de couler sur le côté, eh bien, elle coulera sur le côté. Eh bien, ton cerveau, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on appelle la flexibilité neuronale. Et une des choses qu'on sait faire en PNL, c'est comprendre qu'est-ce qui se joue dans ton cerveau et comment te permettre, grâce à des exercices, de transformer, en fait, ton fichier. Tu vois? Donc là, on était dans une des voies de la PNL qui est le travail de transformation neuro-émotionnelle. Alors justement, tu nous parles de... Tu aurais pu avoir, tu vois, tu aurais pu me parler de la peur des araignées, des serpents, du noir, de l'ascenseur, de l'avion, des phobies. Parce que, alors, évidemment, on ne va pas régler une phobie avec ce que je viens de te faire là, mais on a des techniques plus avancées, mais qui offrent à toute personne le potentiel de transformer ses programmations, dit autrement ses habitudes, et qui font que nous sommes conditionnés d'une certaine manière, et que dans tous ces conditionnements, il y a des choses qui sont positives, qui nous font du bien, puis parfois il y a des choses qui nous desservent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut changer le facteur de réaction émotionnelle. Et puis après, on va pouvoir faire évoluer aussi les comportements qui découlent. J'ai une question qui est purement personnelle, qui est un peu en dehors de notre sujet presque. Enfin, pas vraiment parce qu'on est dedans, mais qui est plus pour toi. Et puis après, on reviendra du coup sur que tu nous expliques un peu qu'est-ce que c'est vraiment la PNL pour tous les gens qui sont peut-être un petit peu plus éloignés avec le sujet. C'est selon toi, quel est le niveau de plasticité du cerveau? C'est-à-dire à quel point on est vraiment capable de reprogrammer des croyances qui sont profondes, des choses qui sont peut-être vraiment très anciennes. Parce que là, les gens peuvent se dire, ouais, mais alors il y a plusieurs choses. Cette image n'existe pas finalement, c'est-à-dire que cette femme m'a vraiment dit ça et
et ça m'a vraiment blessé pendant très longtemps. Donc, est-ce que le fait de changer comme ça une modalité peut vraiment avoir un impact sur moi sur le long terme? Première des choses. Deuxième des choses, c'est là, c'est quelque chose d'un peu insignifiant. On vient y ajouter une touche un peu d'humour, etc. Pour modifier ça, mais des choses qui, les gens vont se dire, c'est pas très grave. Est-ce qu'on peut vraiment impacter quelque chose de beaucoup plus grave dans notre vie, peut-être quelque chose de beaucoup plus ancien? Je vais penser à des traumatismes peut-être beaucoup plus forts, des relations avec nos parents, des enfants qui ont été battus, des enfants qui ont été maltraités, des choses beaucoup plus voilà, ancrées. Et quel est le niveau, selon toi, de reprogrammation que l'on peut avoir avec notre cerveau? Ouais. Alors, ça fait plus de 30 ans que je forme et accompagne des gens dans ce domaine. Et c'est illimité, le potentiel de changement. Mais il y a des facteurs qui vont faire que ça va être plus ou moins rapide. Ok. D'accord? Mais toute personne qui aujourd'hui... Alors, on a ce qu'on appelle des traumatismes de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3 ou de niveau 4. Un traumatisme de niveau 1, c'est ce que tu évoquais. Quand j'y pense, ça m'affecte un peu, mais voilà. Mais ça peut m'affecter quand même pendant des années. D'accord? Et qui fait que du coup, j'ai plus envie de voir la personne ou j'ai plus envie de lui parler. Et il y a beaucoup de petites choses comme ça qui font après un peu boule de neige, tu vois? Et qui font que, comme ça m'a agacé depuis des années, j'ai plus envie de parler à la personne. Et parfois, il n'a pas fallu de grand-chose. Combien de fois j'ai vu des conflits dans des familles et tout ça, pour des choses qui, au départ, étaient des queues de cerises, en fait. Tu vois? Après, on a ce qu'on appelle des traumatismes de niveau 2. Alors, c'est pas encore vraiment le traumatisme, mais c'est, par exemple, une agression dans le métro qui fait que tu ne retourneras pas dans le métro. Tu as eu tellement peur en avion que là, du coup, tu n'es pas à l'aise. Tu peux reprendre l'avion, mais vraiment, tu es très, très mal à l'aise. Et si tu pouvais éviter de le prendre, tu prendrais le TG. Tu vois? Donc là, on est dans du traumatisme de niveau 2, c'est-à-dire que quand je me retrouve dans le contexte en question, je perds mon potentiel, ma capacité à gérer. C'est plus fort que moi, j'y arrive pas. J'arrive pas à prendre l'ascenseur, j'arrive pas à prendre l'avion, j'arrive pas à retourner dans le métro, j'arrive pas à me repencher par la fenêtre parce que c'est trop haut, j'arrive pas à rouler sur l'autoroute parce que j'ai eu un accident et depuis je veux plus aller sur l'autoroute, etc., etc. Un stress très fort qui va monter, qui va nous empêcher finalement d'agir de façon normale. Voilà, c'est du niveau 2 parce que quand je me retrouve dans le contexte en question, ça fait, tu vois, c'est plus fort que simplement ça m'ennuie quand j'y pense. Ça me limite dans un contexte. Ça, c'est ce qu'on appelle du niveau 2. Après, on a des stress ou des traumatismes de niveau 3. Là, ça touche mon identité profonde. C'est-à-dire que j'ai tellement été blessé enfant, ça peut être un viol, mais ce n'est pas l'événement qui fait ça, c'est la manière dont je l'ai vécu. On peut avoir des petits événements qui ont traumatisé beaucoup, et on peut avoir des gros événements qui finalement ont moins traumatisé, tu vois. Mais on est quand même dans ce qu'on appelle du niveau 3, c'est-à-dire c'est une blessure profonde et qui va engendrer une des croyances qui touche mon identité. Par exemple, je vais croire que je ne pourrai jamais réussir tellement j'ai été blessé dans la capacité ou la dévalorisation. Je crois que je ne pourrai jamais être aimé ou que je ne pourrai jamais trouver la personne. Je crois que... Et c'est quelque chose... Pourquoi? Parce que ce n'est pas une affaire fonctionnelle. Ce n'est pas le fait que je n'ai pas les capacités sur un plan fonctionnel. C'est le fait que je crois que intérieurement, je ne suis pas fait pour ça. Tu vois? Parce que j'ai tellement été blessé de ça que... Voilà. Donc, les gros traumatismes d'enfance laissent des traces en termes de peur, de colère ou de tristesse. Les peurs, c'est des phobies, hein, par exemple. Les colères, ben, ça se traduit par des sentiments d'injustice très forts. Tu vois? Et du coup, le risque, c'est que j'engendre beaucoup de situations où je vais me sentir en colère, où je vais avoir de la rancœur, tu vois, je vais être beaucoup en tension, etc. Et du coup, je vais réagir soit dans la fuite en ne disant rien dès qu'il y a de l'autorité, soit en excès d'autorité. C'est-à-dire que dès qu'il y a une façon, je vais prendre le dessus et je vais devenir extrêmement condamnant, en fait, tu vois, contrôlant. Complètement. Soit on est dans le domaine de la tristesse, auquel cas c'est des deuils qui n'ont jamais été bouclés, et auquel cas je me sens extrêmement dévalorisé, et j'ai du coup beaucoup de mal au fait de recevoir de la considération,
parce que je ne crois pas que j'ai de la valeur, je me sens extrêmement dévalorisé. Alors, ce n'est pas seulement au niveau conscient que ça se passe, c'est au niveau préconscient et inconscient. Donc, on est dans des niveaux 3. Il y a plein de, Lise Bourbeau en a beaucoup parlé, ce qu'on appelle les grandes blessures de l'âme, de l'enfant, si tu veux, etc. Il y a plein de modèles qui décrivent ça, mais en PNL, on appelle ça du niveau 3, parce que ça touche l'identité. Ce n'est pas le fonctionnel. Tu vois, si je ne peux pas aller dans un avion, c'est du fonctionnel. Mais si je crois que je suis, je sais pas, je suis nul ou que je suis pas Ouais, je aimable, bois à rien, que j'y arriverai jamais, que c'est hors dehors de mes capacités, et etc. malheureusement, voilà, et ça va orienter, ça va énormément orienter la vie de la personne. Ça, c'est un truc de fou. Ça va engendrer ce qu'on appelle des scénarios. Alors ça, c'est Ça va niveau nous 3. empêcher Après, de faire des choses ou ça va nous emmener à faire d'autres choix, etc. et puis, ça va nous entraîner dans des processus inconscients d'échecs, en fait, cumulés, qui vont faire que je vais finir dépendant. Tu vois, je vais avoir des relations de couple avec des problèmes de dépendance très fortes, des problèmes de dépendance à l'alcool, des problèmes de dépendance à je sais pas quoi. Enfin bref, tu vois, je vais être incapable de me débrouiller tout seul, je vais finir dans la rue, je vais finir sans argent, je vais finir sans amour, je vais finir… Voilà, tout ça, c'est… On a des théories aujourd'hui qui expliquent ça très bien. Et voilà, sans faire de la grande psychologie, tout ça répond à des lois qui sont bien connues dans les mécanismes neuropsychiques, en fait. Et puis après, on a du niveau 4, mais là, ça touche le spirituel. Donc, ça touche une vague encore plus large. Voilà, mais je ne vais pas trop l'aborder ici, parce que ça demanderait plus de temps. Et la PNL, du coup, intègre une partie de spiritualité, ça m'étonne, ça, je ne savais pas. Absolument. En tout cas, si tu viens travailler avec moi… Avec toi, tu l'intègres. Alors, oui, justement… Ouais. Juste pour dire de quoi on parle, hein, quand on parle de spiritualité, on parle d'identité profonde et de reliance entre cette identité et mon environnement. Ça peut être les autres, la vie, l'environnement. Le quoi je fais là, en fait. Hein, qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Oui, mon rôle dans le monde et dans l'univers. Voilà, de rapport à la fois avec sa profondeur, mais aussi avec son environnement, aussi large soit-il, mais aussi, pas seulement dans l'espace, hein, l'environnement qui m'entoure, mais aussi dans le temps, c'est-à-dire à l'égard de mon futur et de mon passé. Voilà. Du coup, on s'intègre dans une dimension de vie au niveau spirituel qui peut aller au-delà de… Voilà, parfois, je suis conscient du fait que je suis né un jour, je mourrai un jour. Pour certains, il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Dans une dimension plus large, on peut intégrer des dimensions qui sont ici, mais après, ça demande, voilà, c'est un parcours. Et pour moi, dans l'ordre des choses, il y a d'abord les bases à bien accueillir hein, en PNL pour apprendre à piloter et être acteur de sa vie. Après, il y a un niveau 2 qui permet d'aller traiter des problématiques qui me déséquilibrent, des problèmes émotionnels, des problèmes de redonner du sens parce que je me rends compte que ma vie, elle n'est plus en phase avec ce que je suis. Ça peut être des problèmes de relations qui se répètent, de comportements que je voudrais changer. Ça, c'est le niveau 2. Après, on est au niveau 3. Donc là, on est vraiment dans l'identité de d'où je viens, où je vais, qu'est-ce que profondément j'ai besoin de transformer en moi pour retrouver ce véritable et incarner véritablement le potentiel que je représente. Puis après, on a un niveau 4 qui est plus dans une dimension spirituelle, mais il faut déjà avoir bien travaillé sur les 3 premiers piliers, je crois, pour être véritablement dans cette dimension spirituelle. Non pas qu'on ne l'ait pas avant, mais réussir à l'intégrer. Voilà, pour l'intégrer vraiment, il faut d'abord avoir consolidé son identité et voilà, qui on est, où on va, d'où on vient et pourquoi on est là. Bon alors la PNL, du coup, ce n'est pas le groupe de rap très connu. Ça veut dire programmation neuro-linguistique. Aujourd'hui, moi, je vois ça comme une espèce de boîte à outils. Il faut savoir que c'est quand même mis, on va dire, en face ou une autre forme, enfin mis en contradiction, j'allais dire, avec plutôt les thérapies comme on avait avant, c'est-à-dire plutôt les thérapies longues, les thérapies dites freudiennes. Et là, on va plutôt être dans la thérapie brève, justement, où comme tu le disais et comme on l'a fait avec le petit exercice, tu ne cherches pas à comprendre les causes, ce qu'elle a dit, pourquoi, comment, mais uniquement de venir changer ma réaction plutôt face à ça. C'est vrai en partie. En partie. C'est vrai qu'on n'est pas dans le pourquoi j'ai un problème, mais beaucoup plus dans le comment aller vers une solution. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas revenir sur le pourquoi des choses. Par exemple, émotionnellement, si tu as un problème aujourd'hui, comme celui que tu avais avec la relation avec cette femme qui t'avait dit ce propos, voilà, qui t'a blessé, eh bien, je peux revenir sur l'histoire et puis essayer de comprendre le pourquoi, le comment, etc. Mais je peux aussi directement transformer ton rapport
à cette situation, tu vois. Et là, on est sur des petites choses. Donc, dans la PNL, si tu veux, il y a plusieurs niveaux. Alors, quand on dit qu'avant, on était effectivement dans le modèle un peu freudien, enfin tout ça et toutes ces choses, la réalité, c'est qu'on n'a pas complètement abandonné cette dimension, mais on a ouvert d'autres dimensions. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de passer, on sait, parce qu'on connaît mieux le cerveau et le système nerveux. Et c'est vrai que si je veux traiter une phobie, je n'ai pas besoin de comprendre le pourquoi elle est arrivée. Tu vois? Parce que je peux te démontrer par A plus B que ton système nerveux, c'est comme si sur la route, tu as eu un énorme accident, d'accord? Et ben pendant les 3 ou 4 heures qui vont suivre, c'est sûr que si toi tu conduis, tu vas être dans un niveau de vigilance à l'égard de l'environnement qui n'est pas le même du tout. Pourquoi? Parce que tu viens de vivre un stress qui est très important et qui va éveiller une sensibilité qui est particulière. Et évidemment que si ce stress a été très fort, la traçabilité, c'est-à-dire l'enregistrement neuro-émotionnel que tu vas avoir, il peut rester pendant des années, tu vois. Et la bonne nouvelle, c'est que tout comme tu auras appris à ce moment-là à créer un stress très très important, de la même façon, on pourrait te déstresser de manière très importante. Tu vois, aussi rapidement que tu as créé ce stress. Ça, aujourd'hui, c'est très bien connu. C'est même soutenu par toutes les sciences qui s'intéressent au cerveau, les neurosciences, et on sait expliquer ça, tu vois, pas, voilà. Sauf que la PNL, notamment, pour moi, dans 30 ans que je cours après énormément d'approches de développement personnel, et c'est, en tout cas dans la PNL et l'hypnose, que j'ai trouvé les technologies les plus fines, les plus élégantes, et les plus que j'ai trouvé à la fois avec beaucoup de profondeur et beaucoup de légèreté. C'est-à-dire que on peut jouer, en fait, on peut vraiment jouer avec des traumatismes pour transformer sa relation avec. Et en fait, la PNL, pour redéfinir les choses, c'est en gros, pour te le faire simple, on parle de programmation neuro-linguistique. Programmation, ces fameux apprentissages. Neuro, parce qu'il y a cette super biomachine cerveau-système nerveux qui fonctionne en permanence. Et linguistique, parce que le langage structure nos modes de pensée. Et si je t'écoute, tu vois, quand je t'écoute me parler de ton problème avec cette femme qui t'avait adressé la chose, je vais écouter comment tu en parles. Je vais repérer que c'est une voix, par exemple, c'est un mot particulier. Et là, on va aller voir comment ton cerveau peut réorganiser à nouveau, dans la finesse, le rapport, exactement comme pour la mousse au chocolat ou pour le traumatisme ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, on ne change pas un traumatisme passé, on change la relation que nous avons avec ce traumatisme, dit autrement, le sens, la perception et le sens que nous allons lui donner. Tu vois ? Dans le présent. Différente. Et c'est ça, la flexibilité neuronale. Donc, au passage, on va travailler avec la tête, c'est-à-dire tout ce qu'on va appeler de manière générale le mindset, la manière de penser, les croyances, tout ça. On va travailler avec tout le facteur émotionnel. Et en fait, les croyances, c'est surtout là qu'elles se disposent. D'accord ? C'est ton plus gros système. C'est tout ce que tu as appris. C'est ton gros référentiel. Tout ce que tu as automatisé. Et c'est à partir de ça que tu évalues en permanence l'environnement. Okay. Et puis après, de ces pensées et de cette expérience intérieure, qui fait toutes tes émotions, eh bien, découlent tes comportements. C'est-à-dire la manière dont tu vas interagir, quelle que soit la situation qui va se présenter. Et c'est du coup sur ces 3 niveaux que tu vas travailler pour justement reprogrammer ton cerveau, changer une habitude qui ne nous convient pas, etc. Et au final, l'idée, c'est d'accroître la qualité de vie intérieure d'une personne, qu'elle se sente de mieux en mieux, notamment à travers ses valeurs, ses aspirations, de plus en plus consciente de ce qu'elle a envie de vivre intérieurement, et de transformer sa relation à l'environnement. Ça peut être avec des situations, c'est pour ça que la dimension de la relation avec l'environnement est très importante, puisqu'au fond, on veut améliorer la qualité de vie et le rapport qu'on a avec l'environnement, qu'il soit immédiat, social, professionnel, familial, lié à l'argent, lié à tout ce que tu veux, que ce soit lié au passé et bien sûr au futur. Et en fait, on va voir que grandir en matière d'évolution personnelle, c'est grandir dans la conscience de qui nous sommes et ce que nous voulons vivre. Et ensuite, à partir de cette qualité de vie intérieure, eh bien, de prendre conscience de là où on veut aller, c'est quoi notre vie de demain, à quoi on aspire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de faire grandir, évoluer, comment aller chercher cette énergie intérieure pour agir de manière plus constructive et comment interagir avec l'environnement autrement que dans la fuite ou dans l'attaque, c'est-à-dire prendre en compte les événements. Actuellement, par exemple, on vit des situations qui, pour certains, sont complexes. Très stressantes, ouais. Alors, elles peuvent être stressantes ou pas.
c'est pas la situation qui est stressante, excuse-moi du terme, mais c'est la manière dont moi je vis cette situation-là, tu vois. Mhm. Donc, faire du développement personnel, ça suppose deux choses. La première, s'ouvrir et prendre conscience de ce que l'on vit, ça c'est la dimension émotionnelle. Ouais. Et deux, c'est très important, c'est de reprendre la responsabilité de la manière dont on va réagir aux événements. Et pour ça, on a besoin d'outils parce que avoir envie de le faire et le faire, c'est comme avoir envie de, si tu veux, de conduire un véhicule, ben, on aurait tous envie de le faire, mais il faut apprendre à le faire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de manettes à gérer et apprendre à piloter sa vie neuro-émotionnelle et relationnelle. Eh bien, j'ai le regret de dire que on peut le faire intuitivement, mais c'est comme apprendre à conduire, utiliser un logiciel ou quoi que ce soit. Quand on apprend avec des pros, c'est clair que ça facilite énormément les choses. Tu C'est vois. plus facile. Et du coup, la PNL, c'est ça. C'est une Absolument. batterie d'outils, de connaissances, une librairie pour justement apprendre à piloter tout ça. Absolument. Et moi, j'ai une croyance, j'ai une idée, Ouais. une vision aujourd'hui. J'accompagne beaucoup de gens, ou je vois beaucoup de gens autour de moi. J'ai eu la chance de rencontrer énormément de gens qui essayent, qui cherchent à faire plus dans leur vie, à transformer leur vie, dans leurs finances, dans leur business, de créer des projets qui leur ont toujours fait rêver, etc. Mais qui n'osent pas, qui ont peur. Et pour moi, la crise finalement, le truc qui a tué les ambitions des gens, les rêves des gens, c'est le manque d'amour-propre, de self-esteem. J'ai pas le mot en anglais, en français c'est quoi? C'est Amour de soi. amour de Relation. soi, voilà. Auto-estime, etc. C'est assez fou. C'est-à-dire que les gens, c'est parce ils ont un manque de confiance en eux, de confiance en leurs compétences, de confiance en leurs envies, de confiance en pouvoir faire ce qu'ils veulent, parce que dans le passé, il s'est passé des événements négatifs, etc. Et finalement, si on avait juste un peu plus confiance en soi, un peu plus d'estime de soi, plus boosté, alors on n'aurait pas peur de faire des choses qui nous font peur, alors on oserait parfois dire des choses ou aller faire des choses qui nous font rêver, tu vois. Alors, il y a plusieurs niveaux, Enzo, dans ce que tu évoques, et qu'il est important de reclarifier. La première chose, c'est, tu parles d'estime de soi. Alors, qu'est-ce que Hmm. c'est que l'estime? C'est la valeur qu'on va s'attribuer. Est-ce que, par exemple, je m'estime suffisamment pour, par exemple, ne pas manger n'importe quoi? Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est une reconnaissance à un moment donné du fait que je ne suis pas une poubelle et que aujourd'hui, je décide de manger correctement parce que c'est une façon de m'honorer. Comme je déciderais d'aller faire du sport parce que c'est une façon de m'honorer. Comme je déciderais de me fringuer différemment, de me parler différemment, etc. Tu vois? Donc l'estime, c'est une vraie prise de conscience de à quoi je reconnais de la valeur chez moi. Tu vois? Après, tu as pas une deuxième chose, c'est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que l'estime, c'est la valeur qu'on se reconnaît. L'amour de soi, c'est l'attention qu'on se porte. Ok. Parce que l'amour, ça découle d'une relation. C'est comme si j'aime mon conjoint, je lui porte de l'attention. Si j'aime mon chien, je lui porte de l'attention. Si j'aime aller faire du sport, eh ben quand je le fais, j'y porte de l'attention. Je mets de l'amour, je mets du lien, je mets de la qualité. Donc la vraie question, c'est ce que je suis quand je me regarde dans une glace, au fond, est-ce que je m'aime? Mhm. Tu vois? Et évidemment qu'il y a des aspects que je peux aimer et d'autres un peu moins. Mais au fond, je m'aime suffisamment pour me dire, bah Polo, même s'il y a des aspects qui ne te plaisent pas, tu peux peut-être travailler dessus et voir comment les développer. Mais ça, c'est de l'amour, c'est du lien, c'est de la qualité. C'est-à-dire, je sors, par exemple, de la dévalorisation plutôt que de me traiter comme une merde, etc. J'apprends, et ça demande de la rééducation. Ok. Tu vois? Ça fait partie des micro-comportements et de l'autoprogrammation. Apprendre à s'aimer. Donc, c'est deux choses différentes. Un, il y avait l'estime, la Mhm. valeur que je me reconnais. Et deux, l'amour que je me dois. Après, il y a la confiance. Qui La découle un peu confiance en soi, finalement, qui découle un peu de ces deux premiers éléments, non? oui, ça peut découler des deux. Ça peut être aussi dissocié. Je peux me faire confiance, par exemple. Je peux ne pas beaucoup m'estimer ou ne pas beaucoup m'aimer. Par contre, j'ai confiance en moi parce que, par exemple, je fais de la radio et j'ai déjà fait de la radio et je m'en sors très bien quand je suis sur un plateau. Ok. La confiance, c'est au fond, ça découle d'un propos que je me tiens
quant à la capacité que j'ai À d'effectuer réussir. une chose dans un contexte donné. Tu vois? Donc la confiance, on n'a pas confiance en soi ou pas. On a confiance en certaines choses et parfois on n'a pas confiance en certaines autres. Moi aujourd'hui, ça fait 30 ans que je fais des conférences. Petite salle, grande salle, etc. C'est sûr que quand j'arrive dans un nouveau contexte, parce que j'ai jamais été dans cette salle, j'ai jamais été en face de ce public, j'ai toujours à un moment donné une crainte. Parce que je sais que mon cerveau, face à la nouveauté, il est dans l'insécurité. C'est normal. La question, c'est comment j'accueille cette crainte et ensuite, comment je peux me faire confiance. C'est-à-dire, je sais que j'ai peur, mais allez, c'est le propos que je vais me tenir. Est-ce que je suis en train de me dire, ah non, ça servira à rien, je vais pas y aller, ou est-ce que je dis, ok, Polo, on inspire, on respire, pour l'instant tout va bien, et on y va, et on s'ouvre à la nouveauté. C'est donc le propos que je me tiens qui va conditionner mon niveau de confiance, tu vois. La confiance, c'est une directive qu'on se donne, c'est un propos, c'est un présupposé que l'on fait à l'égard d'une capacité qu'on a à un moment donné, tu vois. C'est sûr que si tu viens d'être extrêmement dévalorisé par plusieurs personnes qui, à tes yeux, sont importantes, et que tu rencontres dans ce même projet des difficultés, bah, c'est compliqué de te faire confiance à ce moment-là. Parce que tu viens d'encaisser des malus. Si maintenant tu viens d'avoir eu beaucoup de réussite, bah, tu es beaucoup plus en confiance. Souviens-toi quand tu as voulu approcher certaines filles, par exemple, bah, il est clair que si ça fait 2-3 fois qu'on t'envoie une dévalorisation, etc., tu n'es pas très sécurisé, c'est pas le moment de sortir de ta zone de confort, tu vois, parce que tu n'es pas en confiance là. Si maintenant tu es reboosté, parce que tu viens de réussir énormément, tu es avec des amis, tu es remonté comme c'est pas possible, là tu es capable de faire des choses que tu ne ferais pas du tout dans d'autres contextes. Pourquoi? Parce que ton propos n'est pas le même. Tu te dis, tu es connecté. Alors ça, la confiance, c'est quelque chose qui se travaille, c'est comme un muscle. C'est comme faire des pompes, travail, il y a des tas de techniques. Dès les bases de la PNL, c'est un des axes très importants qui est d'aller chercher retrouver ces états auxquels on aspire et retrouver ces sentiments de confiance qui vont générer des propos qui sont du coup beaucoup plus positifs à l'égard d'une situation. Tu vois? Bon, en tout cas, moi, ce que je comprends dans tout ça, c'est que il est possible de reprogrammer notre cerveau. Que tout ça est connecté à des habitudes, des ancrages, à des choses qui sont venues se mettre bloc par bloc, petit à petit dans notre vie, qui sont passées dans le niveau inconscient, que l'on ne voit même plus et qu'on réagit comme ça sous forme de routine, sous forme de réponse. Que tout ça est connecté à nos émotions et qu'en comprenant mieux nos émotions, il était possible de travailler sur la réponse automatique que l'on en faisait. Et que la PNL était un outil qui allait nous permettre notamment de découvrir tout ça, d'accepter tout ça, de travailler sur tout ça. D'affiner beaucoup la connaissance. Pour moi, la PNL, c'est un peu comme apprendre à... Tu sais, il faut une vingtaine d'heures pour apprendre à conduire une voiture. Avec quelqu'un d'à peu près normal. Bon, il y en a au bout de 20 ans, c'est toujours pareil. Oui, mais ça va aussi beaucoup venir de la capacité, je pense, aussi à l'accompagnant. Moi, j'ai été moniteur j'ai été moniteur dans pas mal de choses. Ouais. Et c'est vrai que on peut avoir des gens qui sont bloqués. Tu vois, j'étais maître nageur avant, j'ai vu des mots. Moi-même, j'avais très peur de l'eau, donc je sais ce que c'est qu'avoir peur de l'eau. Et du coup, quand j'avais face des enfants qui étaient bloqués, ou même des adultes qui étaient complètement bloqués par rapport à l'eau, parce que je savais les prendre en compte, du coup, j'arrivais à faire des transformations assez rapides. Et encore, je n'avais pas la PNL à l'époque. C'est la même chose avec la moto, parce que j'ai enseigné la moto. Ça a été la même chose avec plein de choses. Donc, la pédagogie, c'est quelque chose qui va faciliter énormément. Et y compris en PNL, je me rends compte que parfois, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas sur des trucs parce qu'elles les ont lus dans les livres et des machins. Et dès qu'on les a en formation, on va débloquer ça très rapidement. Parce qu'on repère tout de suite. Tu sais, c'est comme... c'est comme si quand tu fais du kite. Moi, j'ai fait du kite, j'ai appris à faire du kite, j'en fais un peu. Et tu sais, j'ai passé beaucoup de temps à me lever sur la planche. Je tombais et je retombais et je retombais et je retombais. J'ai passé 3 jours à ne pas arriver à me lever. Alors, bon, moi, je suis un peu particulier. Jusqu'au jour où il y a un mec qui m'a regardé faire, mais un mec qui est bon. Tu vois. Et il m'a dit, Polo, il y a un détail qu'il faut que tu changes. Ton orteil gauche, là, il faut que tu le décales. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Enzo. Il m'a dit, tu vois la manière dont tu es au niveau de tes pieds,
il faut que tu relâches au niveau de tes pieds et ça se passe au niveau de la cheville et de je sais pas quoi. Il m'a expliqué le truc. Écoute, j'ai appliqué ce qu'il m'a dit et dans les 10 minutes qui ont suivi, j'ai décollé. Et je me souviens tellement j'étais heureux, c'est quand tu te lèves pour la première fois, c'est juste énorme. Je suis retombé évidemment 100 mètres plus loin, mais j'avais déjà fait 100 mètres et je me suis redressé à nouveau et ça y est, c'était parti. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un détail. Et c'est ça qui est intéressant quand on est avec des experts, c'est qu'ils vont voir les petits détails qui vont faire des gros changements. Qui vont faire et je la pense différence. qu'en matière d'évolution personnelle, s'il y a bien une chose sur laquelle aujourd'hui la société nous invite à grandir, c'est d'aller chercher plus encore dans cet incroyable potentiel que nous avons d'interagir et de co-construire avec l'environnement de manière beaucoup plus positive et constructive pour prendre de l'accélération en fait. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez à votre tour pouvoir reprogrammer votre cerveau beaucoup plus en profondeur que ce que l'on a pu le faire durant ce court échange, on va mettre tous les liens pour découvrir le travail de Paul dans la description juste en dessous. Merci beaucoup Paul d'être venu partager avec nous, d'avoir partagé ton retour d'expérience. J'aimerais bien un jour qu'on fasse un contenu que tu nous racontes les transformations les plus incroyables que tu as vécues, auxquelles tu as assisté ou auxquelles tu as pu être coach ou auxquelles tu as pu être praticien. Ça sera avec plaisir parce que en 30 ans de carrière, je pense qu'on a envie des choses. Ouais, j'ai une belle histoire à raconter, ouais, que ce soit les miennes ou celles d'autres personnes, absolument. En tout cas, voilà les amis, un guide pratique pour reprogrammer votre cerveau en 30 jours grâce à la PNL. J'espère que ce retour d'expérience, ces petits conseils ont pu vous faire du bien, vous aider dans votre travail de développement personnel. Et puis, on se donne rendez-vous comme d'habitude dans de prochains épisodes. Laissez un like si cette vidéo vous a plu, mettez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de contenu pour transformer votre vie. Et puis Paul, on te dit du coup à très bientôt. Merci. À bientôt, Enzo. Ciao. Et à vous tous. Une chance incroyable les amis d'avoir pu partager avec Paul Pironet, c'est vraiment un formateur de génie et j'ai appris énormément durant cette entrevue. J'espère que ça vous a plu, faites-le savoir avec un énorme like en dessous de cette vidéo et puis dites dans les commentaires si vous aussi vous avez pratiqué les petits exercices et si ça vous a plu. Si vous voulez également découvrir d'autres interviews, dites-moi dans les commentaires juste en dessous quelle est la personne que vous voulez que j'interviewe. Je ferai tout ce qui est en mon possible pour aller le rencontrer. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube bien évidemment pour toujours plus de contenu inspirant et on se donne rendez-vous dans un prochain contenu pour continuer à réaliser notre vie de rêve. À très vite les amis, ciao.